Le scénario catastrophe que vous venez de voir, on aimerait tous l'éviter. Soyez les bienvenus dans Xenius. Salut. Avec Adriane, on vous emmène aujourd'hui au cœur des cockpits des avions de ligne. Et on va devoir s'accrocher parce que l'on va vivre des situations de vol assez extrêmes. Pour éviter un crash, comme on a vu dans ce simulateur, il y a toujours deux facteurs essentiels. D'un côté, les pilotes, ici comme nous, facteur humain. Et de l'autre côté, tous les instruments de bord, facteur hautement technologique. Mais est-ce que cette collaboration entre l'homme et la machine fonctionne au mieux? Comment améliorer les cockpits pour plus de sécurité en vol? C'est le sujet de notre émission. Et pour cela, nous sommes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Et ici, c'est le facteur humain qui intéresse tout particulièrement les chercheurs. Les défaillances humaines. Selon les statistiques de l'aviation civile, c'est la source d'erreur la plus fréquente. 70% des accidents d'avion seraient imputables à des erreurs de pilotage. Précisons tout de même qu'on ne parle pas d'erreur humaine lorsqu'un pilote entraîne volontairement le crash d'un appareil, comme cela a été le cas pour le vol de la Germanwings qui s'est écrasé en mars 2015. Avec cette tragédie, le monde entier prend toutefois conscience du danger potentiel que représente un pilote d'avion. Dans ce cas précis, c'est un copilote souffrant de graves troubles psychologiques qui a précipité 150 personnes vers la mort. Une erreur de pilotage, en revanche, c'est tout ce qu'un pilote peut faire de travers de manière involontaire. Les conséquences peuvent aller d'un incident sans gravité qui passe inaperçu auprès des passagers jusqu'au crash faisant des centaines de victimes. 228 personnes ont trouvé la mort lorsque le vol Air France Rio-Paris s'est abîmé dans l'océan Atlantique en 2009. Selon le rapport final, ce sont surtout des erreurs de pilotage qui étaient à l'origine du drame, mais pas seulement. En réalité, des incohérences dans les vitesses affichées et le déclenchement de nombreuses alarmes ont déconcerté les pilotes. Conséquence, ils n'ont quasiment pas réagi aux alarmes de décrochage signalant une perte de portance. Ici, la tragédie est due à la fois à l'humain et à la technique. Tout autre exemple, cet atterrissage mouvementé à Hambourg en 2008 qui lui aussi aurait pu tourner au drame. Cette vidéo amateur a été consultée des milliers de fois sur YouTube. Elle montre une particularité jusqu'alors inconnue de l'ordinateur de bord qui, après un bref contact avec la piste, bascule en mode appareil au sol. Grâce au bon réflexe de l'équipage, la catastrophe est évitée de justesse. Dans l'aviation, le facteur humain est toujours étroitement lié au facteur technique. Pour mieux comprendre l'origine de ces erreurs humaines, on va maintenant regarder ce qui se passe ici pour le pilote en cas de crise. Michael Cos, dans le cadre de vos recherches, ici à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, vous alliez neurosciences et ergonomie. Et on voit là, Adrien est prêt pour une de vos expériences. Il a 38 électrodes installées. Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Alors ici, ce qu'on essaye de faire, c'est de reproduire en laboratoire un phénomène qui se produit malheureusement dans le cadre de l'activité de pilotage. C'est la non-perception d'alarme. Il y a une alarme qui est dans le cockpit, mais le pilote n'en prend pas conscience. Donc là, on essaie de reproduire ce phénomène et d'enregistrer l'activité cérébrale au moment précis où il arrive. Donc on essaie de le caractériser et éventuellement peut-être de mieux comprendre justement pourquoi cette alarme n'est pas entendue. On n'en a pas conscience. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Et moi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quelle est ma tâche? Alors ici, on reproduit une situation justement assez critique, c'est la situation d'atterrissage. Et à ce moment-là, on est vraiment en finale, c'est-à-dire qu'on est quelques secondes avant la piste. Le pilote doit décider s'il doit atterrir ou pas. Il est prêt éventuellement à annuler un atterrissage si l'avion n'est pas très bien stabilisé par rapport à la piste. Donc c'est vraiment cette situation que vous avez. Et donc on donne certains paramètres de vent et de cap qui sont critiques à ce moment-là, que vous devez prendre en compte pour décider si vous devez atterrir ou pas. Et il y aura peut-être des alarmes justement à ce moment-là que vous devrez signaler avec le bouton. Ok, donc je suis au courant et prêt. On y va. Bon courage! Bravo. Ok. Bravo. Alors, maintenant j'ai une question. Quels sont mes résultats?
Alors, vous avez eu des très bonnes performances à la tâche de pilotage, avec environ 90% de bonnes réponses, ce qui est un excellent score. Bien joué. Bien joué. Donc, ça prouve que vous étiez bien engagé dans la tâche et que vous avez mis toutes vos ressources, en tout cas, pour la réaliser. Mais Il y a toujours un petit mais. Oui. Quand on observe les alarmes que vous avez éventuellement ratées, donc dans la condition facile, le pilotage facile, vous n'avez raté aucune. Ok. Parfait. Dans la condition plus difficile, vous en avez raté 4 sur 10, donc 40%. Ce qui est un score normal, puisque c'est ce qu'on essaye d'observer en ayant une tâche extrêmement difficile, comme vous l'avez vu. Oui, il manquait le temps pour calculer et décider rouge ou vert et appuyer l'autre bouton. C'était trop à faire. Hein. C'est ça, le cerveau est tellement occupé à réaliser toutes ces tâches de calcul mental et d'observation de la position de l'avion qu'il n'a plus les ressources pour répondre au son à ce moment-là. Et vous pouvez le voir aussi dans les diagrammes. Alors, quand on observe effectivement l'activité cérébrale, et ce qui est important de noter, c'est que pour la condition de pilotage extrêmement facile qu'on avait fait, on a une réaction du cerveau qui est très ample, hein, c'est ce qu'on appelle la P300, alors que cette réaction diminue dans les conditions plus difficiles. Donc ça, c'est vraiment la réaction à l'alarme. Et donc on voit que ça diminue, on a un écart entre les deux courbes, ce qui montre que la réaction cérébrale est inférieure. Merci beaucoup. Mais la question est-ce que les vrais pilotes sont meilleurs dans la même situation? Eh bien, c'est justement ce que je vais pouvoir tester bientôt in situ, car je me suis portée volontaire pour un vol qui promet d'être mouvementé. Mais avant ça, on regarde dans quelle situation ce n'est pas l'humain, mais bien l'électronique qui peut s'améliorer pour augmenter la sécurité. Les chercheurs allemands ont là des bonnes idées. Cet Airbus A320 relie Hambourg à Francfort, un itinéraire effectué pratiquement toutes les heures. Dans le cockpit, les pilotes s'exercent à reproduire des procédures maintes fois répétées. Cet exercice n'a pas lieu au-dessus des nuages, mais dans un simulateur, au Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique de Braunschweig. Un ingénieur surveille l'équipage depuis le poste de commande. Pour l'instant, les instruments indiquent que tout est normal. Mais d'ici quelques secondes, une situation de crise, programmée par ordinateur, va être déclenchée. En raison de turbulences inattendues, l'avion de simulation accélère et se retrouve au milieu d'une nuée d'oiseaux. Les 2 réacteurs lâchent. C'est la catastrophe. Pourtant, aucun signal d'alarme ne retentit, car le cockpit du futur réagit avec calme et analyse. Le système indique où se situe le problème et propose une stratégie pour le régler. Le système assiste le pilote dans l'évaluation de la situation. La procédure prévoit de mettre les réacteurs au point mort, mais là, ce n'est pas possible puisque les 2 moteurs sont touchés. Dans le cas présent, le système conseille donc de procéder à un atterrissage d'urgence. En clair, les pilotes doivent poser l'Airbus en vol plané. Aucune raison de paniquer, il leur suffit de suivre les instructions de l'électronique de bord qui prend la crise en main et va donc décider du sort de l'équipage et des passagers. Le directeur du centre le sait, c'est une nouvelle ère qui commence ici. La question est de savoir si l'ordinateur est un outil de travail, un soutien, ou si c'est un partenaire égal, voire une sorte de supérieur hiérarchique. C'est une question pertinente étant donné tous les outils qui se trouvent à bord de nos avions modernes. Si vous placez un avion dans une situation de vol extrême, le régulateur ne va pas vous laisser faire, à moins de l'éteindre. Aujourd'hui, c'est encore possible. Le pilote a donc encore l'avantage. Mais en cas de turbulence de sillage, de forts tourbillons provoqués par le passage d'autres appareils, il a tout intérêt à suivre le système de vol. Celui-ci calcule en effet les moments de danger potentiel à la seconde près. Si le problème survient à haute altitude, il est probable qu'on arrive à redresser l'appareil. Mais à basse altitude, lors de l'atterrissage par exemple, il est possible que l'avion heurte le sol. Le profil de l'intrépide commandant de bord qui prend toutes les décisions seul appartient donc au passé. Aujourd'hui, l'informatique est omniprésente dans les cockpits. De nos jours, le pilote n'est seul aux commandes de l'appareil que dans des cas exceptionnels. Il est plus un gestionnaire d'informations et de situations inhabituelles. Des situations inhabituelles qui peuvent parfois s'avérer spectaculaires.
Exemple avec l'amérissage d'urgence de cet Airbus A320 dans la rivière Hudson à New York en 2009. Tous les passagers ont survécu. Dans pareil cas, seul un être humain est en mesure d'avoir la bonne intuition. Mais est-ce vraiment le mot ? Ce qui distingue les pilotes de la rivière Hudson, ce n'est pas l'intuition, mais une exécution remarquable des procédures d'urgence. Ils ont suivi le manuel à la lettre, avec un sang-froid exceptionnel, et ont mené cet amérissage de main de maître, comme s'il s'était déroulé dans un simulateur. Ils ont vraiment assuré. Alors, les pilotes d'avion seront-ils un jour remplacés par des machines à l'intérieur du cockpit ? Par des machines qui, à l'instant crucial, se montreront tout simplement plus intelligentes ? En tout cas, face au système de commande moderne, on est en droit de le penser. Ces systèmes d'assistance sont loin d'être installés en série dans les cockpits. Du coup, en attendant, eh bien, c'est aux pilotes d'apprendre à gérer au mieux les situations les plus difficiles. Et c'est pour ça qu'on se rapproche doucement de la piste de décollage. On va voir maintenant à quoi ressemble l'activité d'un pilote quand il est aux commandes de cet avion à 800 mètres du sol et qu'il doit gérer une situation difficile. Frédéric Day, bonjour. 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 Alors, c'est vous qui allez diriger le test in situ sur le pilote et là, vous avez déjà les instruments de mesure. Qu'est-ce qu'il y en a? Alors, on a deux appareils de mesure. On a un appareil d'imagerie cérébrale qui va nous permettre de voir l'activité du cerveau du pilote quand il va manquer des alarmes. Et pour ça, on a mis des capteurs qui vont mesurer l'activité du cortex auditif ici, du cortex visuel, donc les informations visuelles, et puis le préfrontal, c'est là où les décisions, toutes les situations complexes vont être gérées par cette partie du cerveau. Et on rajoute un autre capteur portable, très intéressant, qui est l'eye tracker, qui va nous permettre de savoir où se pose le regard du pilote. Et pourquoi c'est important de capter ce regard? Parce que la position du regard du pilote peut nous donner beaucoup d'informations, notamment sur sa charge cognitive, sur son effort. Et notamment, c'est quand le pilote est stressé, il va avoir tendance soit à se focaliser très fortement sur un instrument ou sur la piste, et il va éteindre ces informations qui peuvent venir de l'oreille, ou alors on va voir son regard qui balaye dans tous les sens sans point fixe. Et là, on sait que c'est des modes de panique qui peuvent faire que le pilote ne va pas entendre les alarmes. Donc ces deux informations sont très importantes pour bien comprendre la performance du pilote. Bah, j'ai hâte de voir ça en vrai. Allons-y. Ok. Et donc, l'avion est très petit, trop petit pour moi en fait. Bah oui, c'est toi qui es trop grand pour l'avion. Oui, c'est toi qui vas faire le test. Hein? Ouais, on y va? Bonne parti. chance. C'est parti, merci. C'est pas encore trop turbulent, ça va hein? Non, ça va. Bon pour une panne là maintenant? Affirme. Donc voilà. Là on simule un exercice comme si on avait une panne moteur, c'est-à-dire que le moteur ne tourne plus. Donc, on coupe pas le moteur évidemment, on coupe les gaz là, et l'avion là est en vol plané. Et c'est un exercice classique qu'on fait pour entraîner les pilotes à se poser dans le cas où ils auraient une panne. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration parce qu'il faut trouver un champ à l'extérieur où on peut se poser. Et tout en étant en vol plané. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le droit à une grande marge d'erreur. Et s'il y a le moins de problèmes, on remet les gaz. Donc il y a vraiment on a des bonnes conditions de sécurité. Et ce sont des exercices que font tous les pilotes régulièrement. Ouais, l'alarme train, donc je sors le train. S'il te plaît, ouais. Voilà, le train est sorti. Comment ça s'est passé là? Il y a deux alarmes qui ont été loupées, oui. On fait des virages à 60 degrés d'inclinaison, ouais, à gauche et à droite. Là, on fait un exercice dit basse hauteur. C'est quand on décolle et qu'on a une panne mineure et on veut se reposer d'urgence.
On fait un virage très serré, à basse altitude, vous voyez, on est très bas, normalement on doit être beaucoup plus haut. À combien de mètres là? On est à 200, ouais. 150 mètres. Voilà. On doit être 3 fois plus haut, et du coup ça nous oblige à faire des virages assez serrés, proches de la piste. Tu fais un virage par la gauche par exemple? On va commencer par la gauche, ouais. Allez, c'est parti. Donc là on va peser 2 fois notre poids, C'est ça, là, c'est ça. Vous sentez là que ça commence à... Voilà, on est à 60 degrés. 60 degrés. On va faire un dans l'autre sens. Ouais. Et là on dépasse presque à 0 G. Les pilotes manquent les alarmes pendant les phases compliquées comme celle qu'on vient de voir, et aussi au retour du vol il y a la fatigue qui arrive parce que ça fait 1 heure qu'on vole, il fait chaud, on est très concentré, on a fait un vol très très dense avec beaucoup d'exercices et du coup on se relâche quelque peu et c'est là où le cerveau peut manquer aussi des alarmes. Émilie, salut, ça va? Ça y est, de retour. Bah écoute, c'était super. Hop. Un vol sous contrôle avec un pilote très expérimenté. Cool, et je suis très content de te revoir. Ouais, moi il faut aussi. dire. Et maintenant on file au labo pour voir le résultat du test. On y va. Alors Frédéric, on vient de voir que notre pilote a raté 7 signaux d'alarme sur 80. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau cérébral? Avec les mesures qu'on a effectuées ce matin, qu'il faut prendre avec précaution parce que c'est un sujet, il faudrait continuer ces expériences, c'est ce qu'on va faire dans le futur, mais ce qu'on voit vraiment là, c'est par exemple que le cortex auditif, quand il perçoit l'alarme, quand il entend l'alarme, il est très actif, c'est la courbe rouge, et on voit que quand les cas où il n'a pas entendu l'alarme, on voit qu'il n'y a pas de réponse. Une réponse voire presque négative, donc il n'a pas du tout traité l'alarme. On a une preuve. Mais ce qui est encore plus intéressant, d'après ce que suggèrent ces résultats, c'est qu'en revanche, les conditions ou les cas où il n'a pas entendu l'alarme, son cortex visuel, donc le traitement des informations visuelles, était très actif. Ça veut dire qu'en fait, c'était des phases où il était très concentré pour chercher un terrain d'atterrissage, faire une manœuvre d'urgence. Donc les informations visuelles sont vraiment très importantes et elles ont probablement peut-être pris le dessus sur le traitement des informations auditives. Donc le cerveau a fait encore une fois un tri. Alors, on peut dire que le pilote, le professionnel, il a réagi comme moi dans le test? Son cerveau, finalement, c'est le même. Donc, après, les pilotes sont extrêmement entraînés, mais quand vous êtes face à votre ordinateur, à une situation très compliquée, dans votre voiture ou en avion, votre cerveau travaille, il a plein d'informations à trier. Et parfois, ce tri se fait mal au détriment de la sécurité aérienne. Alors, on l'a vu, l'école également travaille sur des cockpits qui deviendraient plus visuels. C'est la solution? C'est une solution qui est vraiment intéressante. C'est ce que suggèrent quelque part nos résultats. Mais en même temps, la réalité est quand même beaucoup plus complexe que cela, parce que les alarmes auditives, quand même, elles sont très efficaces, elles marchent. Donc le futur, c'est des cockpits probablement adaptatifs qui aident, qui trient les informations aussi pour le pilote et qui s'adaptent. C'est-à-dire que dans un cas, il faudrait peut-être mettre une alarme visuelle, dans l'autre cas, une alarme auditive, ou alors les deux combinés en fonction des mesures qu'on peut faire ou de l'état du pilote. C'est ça, je pense, le cockpit du futur. Génial. Merci beaucoup. Merci. C'est très impressionnant en tout cas cette faculté du cerveau humain à occulter certaines informations. Mais il n'y a pas que l'homme qui peut montrer certains signes de faiblesse en plein vol, la machine elle aussi a ses défauts. Tout se déroule comme d'habitude. Seule la météo fait des siennes. Le pilote du film 58 minutes pour vivre ne se doute pas qu'une bande de cyberterroristes a modifié tous les programmes de pilotage électronique dans l'agglomération de Washington. Dans la tour de contrôle, c'est l'impuissance et la terreur. Dès 1990, le réalisateur Renny Harlin mettait en scène une intrigue aujourd'hui des plus plausibles. Un vrai tour de force. Pour l'équipage de cet appareil de fiction, les événements tournent au drame. Bien sûr, ce n'est que du cinéma.
Mais aujourd'hui, les chercheurs étudient de près des scénarios similaires, dans la vraie vie. Un avion peut-il être piraté? Est-il possible de détourner les commandes d'un appareil, en passant par exemple par le système de divertissement de bord? Ugo Tezo, spécialiste des systèmes de sécurité dans l'aéronautique, affirme que oui. Mais il refuse de donner des détails. Au moyen d'un simple ordinateur portable, ce hacker est parvenu à s'infiltrer dans les équipements électroniques les plus importants du cockpit. J'ai tout simplement sélectionné ce qu'on appelle le système de gestion de vol, dont chaque avion est équipé. C'est un peu le cerveau de l'appareil. J'ai cherché les failles de sécurité qui permettent à un pirate informatique de prendre le contrôle partiel du processus décisionnel. Des attaques numériques et non plus avec des armes traditionnelles. Le cauchemar est peut-être sur le point de devenir réalité. D'autant que, comme le précise Ugo Tezo dans cette conférence, l'industrie aéronautique refuse de se confronter à ce problème. J'aimerais que l'industrie aéronautique commence à prendre la sécurité au sérieux. Mais ça n'a pas été le cas ces 2 dernières années, et ça n'arrivera pas non plus durant les 20 prochaines. Malgré tous ces signaux d'alarme, à ce jour, pas de cybercatastrophe à déplorer. Les pare-feux semblent efficaces. Mais suffisent-ils à nous protéger des cyberattaques? À l'université technique de Darmstadt, le professeur Matthias Hollig étudie les dangers réels d'une cyberattaque dans un cockpit. Selon lui, les systèmes sont plus vulnérables qu'on le pense. Jusqu'à présent, on développait bon nombre de ces systèmes en pensant avant tout à la fiabilité, pas forcément à la sécurité. Tant qu'il n'y a pas de véritable assaillant à l'intérieur de ce genre de système, tant qu'on a affaire seulement à des erreurs techniques, les mécanismes fonctionnent. Mais si on est face à un assaillant qui tente de manipuler le système à des fins malveillantes, là, il faut également envisager des mesures de sécurité. Les dangers d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier. L'un d'eux réside dans les données ADS-B, des informations de positionnement transmises du cockpit à la Terre. Ce qu'on voit ici, ce sont les données en direct d'avions qui se trouvent dans l'espace aérien autour de Francfort. Ces données, Matthias Hollig et son étudiant les utilisent pour simuler une cyberattaque. Que se passerait-il si ces informations concernant l'altitude, la vitesse et l'itinéraire étaient fabriquées de toutes pièces, puis injectées dans le trafic de données de vol depuis le laboratoire de l'université? Je fabrique des données ADS-B qui sont identiques à celles envoyées par les vrais avions et qui peuvent être ensuite analysées par les avions en vol et les systèmes de sécurité aérienne. Ça veut dire que si je produis virtuellement ces données à partir d'avions qui n'existent pas, je ne dois surtout pas les envoyer. Évidemment, transmettre ces données est illégal. Mais si un individu a l'intention de faire des dégâts, il n'hésitera bien sûr pas à le faire. Pas question pour les 2 chercheurs de diffuser ces informations. Mais il faut savoir que les données ADS-B peuvent être reçues sur n'importe quel smartphone ou tablette via une simple clé USB. Et voilà comment on peut déclencher un véritable chaos aérien. Je pourrais tout à fait envoyer des données à un avion pour lui faire croire qu'un autre appareil lui fonce dessus et qu'il doit effectuer une manœuvre d'évitement. Dans ce cas, non seulement le système ne se contenterait pas de proposer au pilote une manœuvre d'évitement, il la lui imposerait. On pourrait créer une flotte entière d'avions qui n'existent pas. Ou bien on pourrait également tenter d'envoyer des fausses données à un appareil. C'est une attaque plus complexe parce qu'il faudrait d'abord brouiller les données réellement émises par l'avion. Mais en théorie, c'est tout à fait faisable. Pas de panique. Pour l'instant, les seules cyberattaques aériennes sont mises au point dans des simulations d'experts en sécurité. Mais la vigilance reste de mise.
Tu sais quoi, Émilie? Après cette émission, je ne prendrai plus jamais l'avion de la même façon. En fait, à chaque fois, je repenserai à la complexité du cockpit et la façon dont cela sollicite les cerveaux des pilotes. Et on l'a bien compris, on n'est pas prêt de voler en tout automatique sans plus aucun humain à bord. Il y aura donc encore un pilote dans l'avion. Tout l'enjeu est d'affiner la compréhension entre l'homme et les logiciels de pilotage. Alors, on a besoin de 2 pilotes. On y va? On y va. À la prochaine! Tchuss, salut!